Alors, e chi fa già l'università? La licence d'histoire. Histoire. Histoire en troisième année. Troisième année, ou déjà. Eh oui, oui, je m'en souviens on parlait de ça quand tu étais en première. Ouais. Bon, les perspectives d'évolution. On partirait bien dans la recherche, mais Ouais. le problème c'est que les secteurs sont bouchés. Ouais. L'université, il ne faut pas trop espérer avoir des places, donc c'est très délicat. Ouais. Ouais. Donc il y a plus de réponses plus de questions que de réponses pour l'avenir. C'est quand même plus la recherche que l'enseignement qui t'intéresse. Plus la recherche, oui. Ouais. Bon, alors, qu'est-ce que tu en tires de ce parcours, de ce cursus universitaire, dans le cadre des idées qui sont les tiennes? Dis-moi un peu. Sincèrement, j'ai rencontré à l'université des profs fantastiques. Ouais. Ils m'ont ouvert, des profs en histoire sont géniaux. Ouais. Même si des fois on en connaît certains qui ont des idées qui ne sont pas tout à fait Oui, mais très conservatrices, mais peu importe. Mais tu sais, de ça, c'est une marque de notre camp, c'est que Bien sûr. on sait apprécier les gens qui ont... distinguer toujours l'humain de la politique. Voilà, séparer l'œuvre de l'auteur. C'est ça. C'est avoir la capacité d'apprécier une personnalité indépendamment de son affichage partisan ou de ses idées politiques. Voilà. C'est ça, donc non, nos collègues des professeurs, vraiment, c'est 3 très belles années, avec vraiment beaucoup de savoir, de ce qu'on veut, c'est vraiment génial. Et dans le milieu universitaire, avec les profs, j'ai pas été tellement confronté à l'idéologie, on va dire. Ouais, ouais. L'idéologie, c'est plus en dehors. Oui, oui. Mais on n'est pas comme sur le continent, des grandes facs, où c'est qu'il y a des profs qui vont nous dire vos idées sont malhonnêtes, vos idées sont honnêtes, c'est assez ouvert. Mais justement, ça c'est ça qui est C'est intéressant. vraiment que ça dure. Oui, oui, et puis je pense que ça va durer parce qu'on a quand même une base de plus en plus diffuse de jeunes, d'étudiants ou de jeunes qui évoluent autour du milieu universitaire, hein, qui se déclarent clairement avec nous, puis qui partagent nos idées, parce que c'est des idées finalement au-delà de... Vraiment, je ne parle pas de l'engagement militant, je parle globalement des idées qu'on travaille et qu'on véhicule et qu'on diffuse. C'est le Corse moyen, donc c'est aussi le jeune Corse moyen. Mais c'est vrai qu'on peut dire que la fac en Corse, elle a une exception dans le monde de l'université française. Ben, c'est que moi, je me souviens de ce débat qu'on avait fait avec Jean-Guy Talamone au début de Paladino et Alain Dimedio, où clairement, et aussi notre ami Sébastien Queneau, qui était animateur, mais qui a quand même participé, qui a participé au débat quand même. Oui, oui. Donc, et c'est tout à son honneur, c'est très bien. Mais je me souviens quand même, on pouvait parler de grands remplacements dans une université sans qu'il y ait de réunion antifa. Ça, c'est intéressant. C'est propre à la Corse. Mais justement, parce que c'est aussi le sujet de cet échange ce soir, quid du wokisme à l'Università di Corsica? Pour le moment, on est assez préservé de ça, même si parfois il y a des comportements, des discours qui on va dire, qui tendent parfois, on va dire, à le propager. Ouais. Mais pour le moment, à côté, on est préservé de ça. Il y a quelques cheveux bleus. Il y a quelques cheveux bleus, quelques cheveux verts, on a, oui. Ouais, c'est les licences d'art, on les connaît, on est tolère. Voilà, en fait, il y a un pôle woke, c'est vraiment la licence d'art. Voilà. Le jour où on aura en histoire et en droit, là, on pourra s'inquiéter. Là, il faudra s'inquiéter. Avec quelques transitions aussi, j'ai entendu. Mais oui, c'est normal. Après, c'est normal. C'est la sociologie de la Corse. C'est une périphérie rurale. Et les périphéries rurales, à la différence des grands centres-villes urbains, sont très peu touchés. Et c'est là l'ironie du truc, c'est qu'en tous les cas, quand même en Corse on voudrait du wokisme, je ne sais pas si on pourrait en avoir. Ouais, il y aurait il y aurait de fait un rejet. C'est contre nature chez nous. C'est anti-organique. Voilà. C'est contre-intuitif et contre-instinctif. Mais il y aurait la branche la plus réac du wokisme en Corse, à la limite. Voilà. Je rigole en disant ça, parce que c'est vrai que par exemple à la fac, qu'on connaît bien, il y a à la fac, ou même dans le milieu enseignant en général, et même dans le milieu journalistique, c'est-à-dire vraiment des corporations qui, en France, sont très très à gauche, jusqu'à la caricature, jusqu'au totalitarisme même, parce qu'ils excluent tous ceux qui ne partagent pas leurs idées. Dans ces milieux-là, en Corse, c'est beaucoup moins à gauche, et c'est une gauche surtout, une vieille gauche, avec laquelle on peut parler. Moi, j'ai en tête plusieurs professeurs à l'université de Corse. On se voit souvent, on discute évidemment de politique, et c'est une vieille gauche, c'est des gens qui t'expliquent qu'ils ne sont pas d'accord parce que c'est des universalistes, voilà, beaucoup de francs-maçons de gauche, libres penseurs, laïcards, etc. Mais c'est une vieille gauche du XXe, c'est-à-dire
une centre-gauche fin XXe siècle, c'est-à-dire c'est des gens qui globalement ils pensent pouvoir te convaincre, mais c'est pour ça qu'ils sont ouverts et favorables au débat. Voilà. Ce qui dans les autres universités françaises est impossible. Ah ouais, Et d'ailleurs, la plupart des élèves qui pensent mal, entre guillemets, sur le continent sont tout de suite voués aux gémonies là-bas. Il n'y a pas de. Tu as une vraie persécution. Il n'y a pas de nuance. Hein. Ouais, tu as une vraie persécution. Nous On encore. explique qu'il faut être nuancé de là-bas, mais tous les jours, mais il n'y a pas de nuance. C'est souvent ça. Il y a une persécution là-bas, tandis qu'en Corse, il y a une pression. Il y a une pression sociale qui en plus est de moins en moins forte au fur et à mesure que Paladine se développe. Parce qu'évidemment, moi je reviens à ce que m'avait dit un bon copain qui est toujours dirigeant de Femagour. Je dis un bon copain parce qu'on a gardé de bons rapports. Et qui me disait, lorsqu'on a lancé Paladine, il y a 2 ans, il me disait, tu as un avantage. Il m'a dit ça à la fin d'une espèce d'argumentation qui consistait à me décourager moi et d'autres. Et il me dit, tu as un avantage, c'est qu'en Corse, tu n'as personne à convaincre, pas grand monde. Tu as juste des langues à délier. Mais du coup, voilà, c'est pour rebondir sur ça, c'est-à-dire que pourquoi tu disais, donc tu parlais de Paladine, ou tu disais que Paladine, justement, se levait un peu contre les pressions. C'est aussi pour ça que les gens ne rejoignent pas le mouvement de suite. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, pour eux, le wokisme et l'islamisme, toutes ces idéologies-là, ne pourront jamais venir en Corse. Donc c'est pas un problème, donc on n'en parle pas. Oui, et si tu en parles, c'est une diversion malvenue. Voilà. Ouais. Et parce qu'en fait, c'est pas instinctivement, ils ne se rendent pas compte, c'est tellement pas dans l'ADN de l'île qu'on ne se rend pas compte en fait. Ouais, mais ce qui commence à changer. Voilà. Parce que c'est toujours pareil. Chaque époque produit ses impulsions idéologiques en fonction des grandes thématiques. Je m'explique. Tu prends par exemple l'industrialisation, tu prends la révolution industrielle, et le grand enjeu c'est la répartition des richesses. Donc évidemment naît le socialisme, naît le communisme, c'est-à-dire c'est des idéologies qui tentent de répondre à des problématiques du temps. Et face au socialisme et au communisme, ça s'instaure évidemment la réaction, le conservatisme, des gens qui peuvent dire, forme de droite sociale aussi, qui vont dire oui c'est vrai, il faut redistribuer les richesses, mais pas touche au corps social, pas touche aux traditions, pas touche à la monarchie, pas touche à Dieu, etc. Bref. Et notre époque est soumise à d'autres thématiques. On a évidemment la question civilisationnelle, on a la question du wokisme, les questions de genre, on a toutes ces questions-là. Là, on va avoir la question de l'intelligence artificielle qui va poser des questions fondamentales, notamment en termes de répartition des capacités des individus. On va avoir une classe sociale très aisée qui va avoir accès à une amélioration. Les thématiques sont tout le monde finalement. Oui, le monde. Mais pourquoi je vois que ça? Parce que ça commence aux États-Unis. Ça commence à Rome. Ça commence à la Rome de notre époque. La Rome de notre époque, l'Empire aujourd'hui, ce sont les Américains. Ça commence aux États-Unis, ça prend quelques années, ça arrive à Paris. Parce que Paris, c'est la périphérie de l'Empire, comme le reste de l'Europe occidentale. Et nous, on est la périphérie de la périphérie. Donc ça met 5 ans pour arriver à Paris, ça met encore 5 ou 10 ans pour arriver en Corse. Mais ça y est, on y est. Et les grands débats sociétaux, civilisationnels, woke et pas woke, la question de l'islamisme, la question de l'immigration massive qui touche une bonne partie de l'Occident, mais qui a des natures différentes en fonction des endroits. L'immigration massive des États-Unis, ce n'est pas l'immigration massive que connaît l'Europe, évidemment. Et malgré tout ça, tu vois que le débat s'installe progressivement. Et s'il a commencé globalement en 2010, autour des années 2010 aux États-Unis, c'est ce qui a donné Trump ensuite en 2016. Eh bien, ça arrive. C'est ce qui nous le redonne aujourd'hui. Exactement. Trump, maintenant, le Trump de 2024, c'est la deuxième phase. C'est l'installation d'une véritable école de pensée conservatrice, anti-woke et futuriste, parce que tu as la droite Elon Musk, tu as des gens qui vont t'expliquer, et je pense qu'ils ont raison, que globalement, pour résoudre les questions climatiques, c'est pas la décroissance. C'est de faire évoluer encore les capacités technologiques qui vont nous permettre de résoudre tout ça. Bref, ça c'est le grand débat entre la droite réac et la droite progressiste dans le sens technologique. Alors, on voyait notre ami Faure qui évoque, et Conservano qui évoque souvent ça. Mais donc bref, ça y est, la Corse entre dans ce débat-là, et Paladine, on a l'expression. Et ce que tu dis, c'est pertinent. C'est-à-dire que jusqu'à il y a peu, en effet, ces sujets-là étaient malvenus sur la question, sur le champ local. On se contentait de les évoquer dans l'espace national au présidentiel. Globalement, les gens votent Le Pen au présidentiel pour dire qu'ils sont contre l'immigration. Ici, ils le font majoritairement maintenant depuis presque 10 ans. Mais au niveau local, on était sur d'autres thématiques. C'est ce qu'on a changé. On fait rentrer le débat corse dans le champ des grands antagonismes occidentaux de notre époque. Voilà. Et c'est vrai que ça se ressent. Et en effet,
les quelques désappointements qui pouvaient exister au début de notre démarche, eh ben, ils disparaissent petit à petit parce qu'on oblige les gens à prendre parti. Voilà. Est-ce que tu penses défendre l'identité de la Corse si les 3/4 de notre population ne sont plus corses? Est-ce que tu crois qu'un statut d'autonomie dans une Corse qui n'est plus peuplée par des Corses, il servira à grand-chose? Oh, mais c'est tout l'enjeu de la question dans le débat nationaliste actuel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme tu l'as dit, donc on aimerait une Corse autonome, voire indépendante, mais sans Corse. Sans finalement une Corse sans Corse, quoi. Oui, et alors. C'est là toute l'ironie du sans Corse du réel. débat. Parce qu'en plus, il y a quelque chose de particulièrement malhonnête qui s'installe pour pallier à tout ça. C'est qu'on invente une définition de la corsité basée sur un contrat social républicain. C'est un concept de gauche républicaine, donc purement français, au sens historique. Mais il y a beaucoup de comportements de manière purement français dans notre mentalité. C'est-à-dire, développe. Qu'est-ce que tu appelles comportement purement français? C'est-à-dire, par exemple, le nivellement vers le bas, typiquement. Alors, français, c'est de gauche. Républicain. Voilà. Républicain. On est d'accord que pour préciser le cadre du débat, on est d'accord qu'on va considérer français ce qui est de gauche et républicain, c'est ce que font beaucoup de Corses. Oui, et ça, c'est intéressant. C'est ça, c'est tout à fait ça. Parce que c'est l'idéologie républicaine qui l'a emporté pour le moment, je dirais, dans c'est un collectif. C'est d'accord. Voilà, on est d'accord. Donc on parle de la République, on parle des héritiers de la Révolution. Mais c'est ça qui est intéressant, parce que quand on évoque le débat en ces termes, beaucoup de Corses comprennent que l'a priori ultra négatif qu'ils ont vis-à-vis du français, en fait, ils l'ont vis-à-vis de la gauche. C'est ça, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de Corses avec qui je discute au quotidien, y compris sur le campus, un peu ce qu'on pense, qui n'ont rien contre la France sur de lys. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils sont qu'ils sont français ou qu'ils veulent le retour du roi, parce qu'on n'a pas oublié Louis Pion, voilà. Mais... Oui, et puis on est dans un autre narratif. Mais la noblesse de la France sur de lys, les gens n'ont pas grand-chose contre ça. C'est surtout cette France républicaine, jacobine, qui a, avec sa politique linguicide, donc fin 19e, courant 20e, et notamment la Première Guerre mondiale, les fusils pour l'exemple, et malheureusement tout ce triste passé, c'est ça que les gens ont en tête. Oui, c'est ça. Mais bon, malheureusement, dans l'inconscient collectif, il y a cette pensée républicaine, malheureusement, et donc le nivellement vers le bas, c'est ce que je te disais. Bien parler, c'est interdit, bien s'habiller, c'est interdit. Oui, mais ça existera même dans le nationalisme. Et le nationalisme, nous qui nous revendiquons aujourd'hui d'un nationalisme corse alternatif, différent, qui veut détruire tous ces dogmes de ces 50 dernières années, ben c'est précisément notre sujet. C'est que on a dans le nationalisme des gens qui sont anti-français jusqu'à la caricature, même qui c'est malaisant. Mais qui se comportent comme des... Ah oui, ils se comportent comme des Français de gauche dans leur version la plus avilissante et la plus caricaturale. Voilà, notamment le fait de considérer, tu as raison, que quelqu'un qui s'habille bien, quelqu'un qui, dans tel ou tel moment de son quotidien, estime qu'il faut faire un effort vestimentaire, s'exclut de la corsité, sous-entendu, être corse correspond à la nonchalance et à la médiocrité. Le développement personnel est mal vu. C'est ça. Et c'est ça qui est très triste. Ouais. Mais ça, du coup, c'est comment tu penses que Paladine, et comment tu penses pour, entre guillemets, réformer, c'est un mot un peu fort, mais comment on pourrait changer tout ça? Parce qu'à un moment donné, c'est un problème humain, ça. C'est un problème, c'est intrinsèque à l'homme, ça. Donc à un moment donné, pour le changer, c'est... Nous, on vient initialement d'une culture LLN, la lutte de libération nationale, teintée d'esprit gauchisant, avec une vision du monde où nous étions des victimes colonisées, écrasées depuis toujours par les méchants français. C'était ça le narratif qu'on nous vendait quand j'avais ton âge. Et on nous vend encore d'ailleurs. Oui, mais qui a beaucoup moins de force aujourd'hui, beaucoup moins de portée. Une démarche comme celle de Paladine, qui bat en brèche tout ce narratif-là, non pas au nom du nationalisme français ou du républicanisme jacobin, mais au nom précisément du nationalisme corse, il y a 10 ans, n'était pas nécessairement viable, parce que le moteur d'impulsion idéologique dont on parle était encore très puissant. Et une génération qui ne s'était pas encore éteinte et qui n'était pas encore suffisamment vieillissante. Mais comment? Tout simplement en développant notre propre narratif et notre propre comportement. On vient de cette culture qu'on évoque. Et je me souviens avoir eu une discussion il y a 2 ans, 2 ans et demi, en disant, les amis, d'un point de vue communicationnel, à chaque fois que nous apparaîtrons devant les médias, il faudra minimum chemise, cravate. Minimum. Et dans les premiers temps de notre action, avec Paladine, les principales critiques consistaient à pointer du doigt justement nos fonctionnements vestimentaires. C'est qu'on avait là-bas, et c'est prêt pour Peaky Blinders, il faut de la série, c'est prêt pour les Exactement. Et c'est la grande provocation qu'on avait fait il y a 2 ans
au banquet de Saint-Georges, Saint-Georges, oui. où nous avions poussé la chose pour nous amuser, parce qu'on reste quand même des types de 30 ans, 40 ans, très joviaux qui aiment s'amuser. Et on s'est dit, les gars, on sait qu'on se fait attaquer sur ça, bon, on va pousser la chose jusqu'au bout. Et en effet, on s'est accoutré à la mode. Alors, il y en a qui ont vu les années 30. Alors que nous avions simplement regardé les photos de nos grands-parents et nous avions décidé un peu de les imiter. Mais alors tout de suite, les années 20, les années 30, c'est-à-dire que s'habiller chiquement renvoie au fascisme. Et que la liberté consiste à venir en survêtement, si possible, avec des piercings et des dreadlocks. Ou en jogging, hein, comme oui. disait le fameux jogging. Le fameux jogging. Nos deux grandes polémiques avec Paladine, c'est le banquet de Saint-Georges. C'est incroyable. On a sorti des dizaines d'articles. Aujourd'hui, on commence à sortir des vidéos. Pour ce qui me concerne, j'ai sorti un livre. Nous avons été essentiellement attaqués, non pas sur ce que nous écrivions ou sur ce que nous disions, mais je dirais sur l'esthétique. Mais attention. Mais surtout le coup du jogging, c'était un article complètement secondaire, complètement ironique. Je me souviens du pauvre, le pauvre Paul Marchione, qui est notre ami et un homme brillant, qui est professeur à Porto Vecchio, et qui nous avait envoyé cet article en rigolant, en disant les gars, je me suis amusé, je développe un propos un peu ironique sur. Alors on l'a lu, on a un peu rigolé, puis on ne s'attendait pas à ce que ça provoque tout ce tapage, d'autant plus que a coïncidé avec ce grand tapage la grande affaire de Paesano, qui du mois de janvier au mois de février a fait doubler nos adhérents. Je me souviens, on était autour de 400 ou 500, on est quasiment arrivé à 1 millier d'adhérents. Mais c'est révélateur pour ça. Mais c'est le coup de l'article jogging, c'est pour ça que ça, c'est typiquement révélateur, c'est très révélateur. Évidemment. Et plus d'eux que de nous. C'est-à-dire qu'on a en plus de ça des gens beaucoup plus axés sur la forme que sur le fond. Bien sûr, comme tu disais, donc des articles travaillés, construits, on ne les dit pas. Par contre, dès que ça touche un peu à la forme, de suite on fait la révolution. En plus, bon, on rigole, on dit le coup de jogging, mais qu'est-ce qu'on veut dire derrière le coup de jogging? C'est-à-dire que c'est bien sûr qu'on peut faire son sport en jogging, peut-être le dimanche en jogging, c'est pas la question. C'était amusant parce que lorsque nous sommes allés à Paesano quelques jours après, un des militants qui encadrait la marche était habillé en jogging. Mais bien sûr, c'est pas. Ça pose pas nécessairement de c'est pas ça, c'est le fond, c'est le symbole, le symbolisme derrière. Voilà. C'est-à-dire si refuser le costard cravate, mais par contre vouloir par exemple aller en cours en jogging ou quoi, juste comprendre qu'il y a une tenue pour tout. Mais c'est même normal, parce que c'est même il y a rien de fou dans ce propos-là. Tu sais, je suis passionné d'horticulture. C'est très compliqué aujourd'hui. Je suis passionné d'horticulture et de politique évidemment. J'évite d'aller en bleu de Chine devant les médias, parce qu'on représente des adhérents, on représente aussi maintenant des électeurs. On représente des gens qui croient en ce que nous disons et qui, évidemment, méritent un peu de respect. À même titre qu'on va dans un mariage ou dans un baptême en essayant de faire un petit effort vestimentaire pour témoigner de notre respect à ceux qui nous invitent, c'est normal, et à ceux qui y seront. Mais dans le même genre et dans le même sens, je ne suis jamais allé au jardin, dans lequel je m'occupe tous les étés, en cravate et en chemise. Et ça correspond à ce que tu dis. Il y a une intelligence du moment. Mais tout ça semble superficiel, hein. Cette discussion semble superficielle, elle ne l'est pas du tout. Parce qu'elle renvoie, encore une fois, à ce grand débat entre la médiocrité et l'excellence. Et ça ne veut pas dire que ceux qui pensent comme nous sont des gens particulièrement supérieurs aux autres, ce n'est pas le problème. Chacun fait comme il peut dans la vie. Mais globalement, il est évident que la Corse a besoin aujourd'hui de sortir de cette espèce de marasme mais qui tend au racaïsme local. Finalement, on fait des débats que de manière négative qui ne sert à rien. Et puis en plus, enfin, je veux dire, c'est se persuader, en fait, aujourd'hui, se persuader d'être un révolutionnaire. Oui. Par exemple, ne pas vouloir s'habiller avec une chemise ou quoi, c'est se prouver quelque chose. Alors, tout le monde peut le faire. Ce qui est d'autant plus ridicule que les grands révolutionnaires, les vrais révolutionnaires qui étaient des bouchers sanguinaires en général et des véritables sociopathes, mais qui avaient le mérite d'être vraiment ce qu'ils prétendaient être, en tout cas sur les moyens d'action et la détermination. Commençons par les révolutionnaires de la Guevara. Alors, Che Guevara qui fait peut-être exception parce qu'il a mené une guérilla quand même dans la Sierra Madre. Qui avait une belle montre à la fin. Oui, mais sans parler des Cubains. Parlons de tous les révolutionnaires socialistes et communistes du début du XXe siècle en Europe. Parlons de Lénine, parlons de Trotsky, parlons de la totalité des membres, des commissaires et des membres du bureau politique de l'Union soviétique, qui en effet
toute leur vie durant, ont participé à des logiques véritablement révolutionnaires, c'est-à-dire qu'ils voulaient massacrer la moitié de la population au moins pour changer le monde, parce que c'est ça être révolutionnaire. Être révolutionnaire, c'est être en capacité de justifier toutes les boucheries et tous les assassinats de masse. C'est quand même important de préciser au-delà du la romantisme. mentalité républicaine de gauche, elle a retenu de la Révolution française, elle n'a pas retenu Robespierre qui a 4 épingles, elle a retenu les sans-culottes. Oui. La mentalité sans-culottes, c'est ça. C'est vrai. Alors après, je le dis parce qu'on est, voilà, on est filmé, il ne faut pas que chacun s'habille comme il veut, c'est pas la question, c'est un débat superficiel. Moi-même, je ne m'habille pas toujours, pratiquement jamais en chemise de bois. Mais c'est vrai que quand même, je trouve que cette discussion-là est très révélatrice sur ce qu'on évoquait au début, c'est-à-dire le nivellement vers le bas. On parle de ça. Et pas qu'au niveau des habits. Hein. On peut parler aussi de l'élocution et du niveau de registre, du registre de langage. C'est ça. Du registre de langage. Bien parler, essayer de bien parler une langue, telle qu'elle soit d'ailleurs, hein. En l'occurrence, ça c'est la langue française, mais c'est vulgairement péter le boxon cul. C'est mépriser. Oui, c'est même plus loin, parce que la déclinaison locale, c'est être un Français. C'est ça. La personne se sent attaquée, sous-entendu, les Corses ne sont pas en capacité d'exceller, par exemple, dans l'élocution ou dans la performance langagière. Voilà. Mais tout ça, je crois, c'est des thématiques qui sont présentes dans la jeunesse, notamment dans la jeunesse militante. Parce que la jeunesse militante a été, par une forme de nationalisme, durant 40 ou 50 ans, précisément été encouragée à penser comme cela. Et ce qu'on peut, pour répondre quelque peu à ta question, ce qu'on peut apporter, c'est précisément d'assumer le contraire. Et pourtant, quand on regarde les révolutions corses, parce que c'est un peu l'exemple de... Ça devrait être le socle nationaliste, ça devrait regarder les révolutions corses. Le père de Pasquale Baoli, ou encore Luigi Jaffer, il me semble, un des deux, je ne sais plus lequel c'est, il avait une élocution folle, et il posait même des poèmes. Mais tous étaient des lettrés. Des lettrés. Mais tous étaient des lettrés. Aujourd'hui, le fait d'être lettré, c'est pris comme une insulte. Il ne faudrait pas être lettré. Oui, il y a, mais encore une fois, pour relativiser ce qu'on dit, c'est vraiment dommage. Il y a dans une secteur de la jeunesse militante, il y a cette idéologie, cette vision du monde erronée, très immature, qui consiste en effet à considérer que toute excellence exclut la personne qui en jouit ou qui la pratique de sa corsité. Voilà. Et ça interroge encore une fois profondément sur la conception qu'on a mis dans la tête de cette jeunesse de ce que c'est que d'être corse. Être corse finalement, et là aussi c'est un débat que nous alimentons, qu'est-ce que c'est? Selon nous, en toute humilité, en toute modestie, mais enfin, il s'agit quand même en politique et dans le débat public d'assumer, d'apporter un certain nombre de définitions. Être corse pour nous, ça n'est pas le fait d'être gentil, le fait d'être sympa, le fait d'être solidaire, le fait... Mais moi, je vais même plus loin. Il y a même, selon moi, pas réellement d'art de vivre qui permet d'être défini comme un Corse. Parce qu'un Corse qui vit aujourd'hui dans un village de 30 habitants, qui fait son jardin, cueille ses châtaignes et fait sa charcuterie, il vit absolument pas de la même façon que son propre fils qui vit à Luciane, qui est employé dans je ne sais pas quel magasin ou quelle entreprise du tertiaire, et qui amène ses enfants à Burger King parce que c'est le seul endroit de sociabilisation accessible d'un point de vue économique et financier où il peut les amener. Ils n'ont pas du tout la même façon de vivre. Et pourtant, c'est la même famille. Et ils sont corses tous les deux. Donc j'en viens, et je vais même plus loin. Peut-être que le père qui vit au village parle tout à fait corse, et le parle, sait le parler, j'entends, et le parle pratique tous les jours, parce que ses voisins le sont aussi, corsophones, tandis que le fils peut-être ne le parle pas. Mais il est le fils de son père, il est quand même corse. C'est encore une nivellement vers le bas, ça, la langue. Ou pas. En tout cas, ça, pour le coup, c'est un effet on fera des vidéos à ce sujet, sur qu'est-ce qui a véritablement détruit. Pas seulement la langue corse, mais toutes les langues organiques de ces Le fait qu'aujourd'hui, par exemple, quand on est sur la place Saint-Nicolas, quand on dit un mot corse, une phrase en corse, bon, on regarde de haut comme si, encore une fois, on se montait la seigle, comme on dit. Peut-être, mais tu as aussi, dans certains secteurs de la société, la réaction contraire. C'est-à-dire que dans certains secteurs, le corse aujourd'hui a atteint un niveau quasiment statutaire socialement. C'est-à-dire que le fait de parler corse peut te faire apparaître comme quelqu'un de particulièrement distingué et te donne une autorité morale. Ouais, c'est ça. Bon, c'est ça. Par conséquent, c'est un vrai sujet, évidemment. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, hein. Ce qui est plutôt bénéfique. En tout cas, on le constate. Mais ce que je voulais dire, c'est que finalement, être corse, si ce n'est pas une question de comportement, ce n'est pas une question de bienveillance ou de gentillesse, si ce n'est pas une question qui est liée à la qualité de la personne, eh bien, ça ne peut être qu'une question qui est liée à l'héritage familial de la personne. On est corse parce qu'on vient d'une famille corse.
point barre. Ou par le père, ou par la mère, ou par les deux. Mais c'est précisément le fait de s'inscrire dans une continuité de famille, C'est typiquement la transmission, la notion de transmission qui te fait devenir corse ou pas aussi. Alors c'est pas uniquement ça, mais c'est beaucoup ça. Oui, mais la transmission, où se fait-elle cette transmission sinon dans les familles? C'est ça, c'est à la maison, bah oui, c'est à la maison. Donc on en revient à la question essentielle, qui est être corse comme faire partie de n'importe quelle ethnie ou communauté ethnique culturelle dans le monde. Ben, c'est bien d'appartenir à cette communauté eh bien, par le hasard de la naissance. C'est-à-dire, oui, on est corse du verbe naître. On est corse. Et puis ensuite, il y a tout un tas de gens qui ne sont pas corses, ni par le père, ni par la mère, ni par personne, et qui viennent vivre chez nous et qui s'acclimatent. Qui sont des gens qui, pour certains d'entre eux, en plus, se marient avec des corses, donc qui sont chez eux. Mais qu'on n'a pas besoin pour autant de qualifier de ce qu'ils ne sont pas. Et je pense qu'il y a sur ce sujet une véritable crispation qui consiste globalement eh bien, à considérer que dès qu'on dit que quelqu'un n'est pas corse parce qu'il ne l'est pas, revient à l'insulter. Moi, je ne le crois pas. Et je ne crois pas à ces inventions, à ces concepts complètement délirants qu'on nous a mis dans la tête pendant des années de militantisme qui ne correspondent à aucune réalité et qui tendent précisément à arranger la réalité pour dire qu'un tel, bon, il n'est pas corse, c'est vrai, on le sait tous, mais vu qu'il vote pour nous, et vu qu'il est d'accord avec nous, et puis qu'il milite avec nous, on va considérer qu'il l'est. Mais est-ce que... Mais quitte à lui donner le droit de donner des leçons à des Corses qui ne pensent pas comme lui, mais qui sont vraiment. Mais très franchement, dans le débat actuel, est-ce que la vraie question, c'est qui est Corse, qui n'est pas? Moi, le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'on ne vise plus un peuple, une identité, on vise un statut. On ne parle que de ça. Ouais. On ne parle que d'un statut politique. Or, le problème du statut, c'est qu'on peut nous l'enlever à tout moment. On peut être autonome aujourd'hui, demain être indépendant, demain être rien du tout. Alors que l'identité, c'est quelque chose qui ne meurt jamais, par définition. C'est quelque chose d'immortel. Alors bien sûr, avec le temps, l'histoire, alors l'identité peut évoluer, il y a de nouveaux apports qui peuvent se faire, elle peut toujours s'enrichir, elle peut toujours s'additionner, jamais se soustraire. Mais toujours est-il que c'est une notion qui, normalement, est censée être immortelle. Oui, en tout cas, qui s'inscrit dans le temps long. Parce que par définition, on la transmet. Mais on la transmet par quoi? On la transmet par comme tu disais tout à l'heure, si bien, par la naissance, par la famille. Parce qu'on m'explique. C'est les premières bases, c'est ça. Tu as dit on a fare, on a venuto un problema con sta fare, so corso. Donc parliamo di lingua. Quand on m'explique, notamment chez mes amis, certains de mes amis à Pradiga Lingua, qui me disent lingua fagebo, boulou, qui sont des fétichistes de la langue, qui considèrent que tout passe par la langue corse. Ben, je pose deux questions. Première question, mes amis, vos propres enfants qui ne parlent pas corse, vous les excluez de notre communauté? Vos propres enfants, ils ne parlent pas corse? Alors ils ne sont pas corses. Moi, je considère qu'ils le sont. Parce que mes propres enfants, moi, demain, qu'ils soient corsophones ou pas, je fais tout pour qu'ils le soient, mais s'ils ne le sont pas, ils seront corses quand même. Parce qu'ils sont mes enfants, et que leurs ancêtres sont enterrés sur cette terre, et que ce pays est le leur. Et à un moment donné, il y a la langue qui peut être facteur d'intégration, et c'est très important, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant dès lors qu'elle n'est pas corrélée à une réalité ethnoculturelle, voilà, une communauté historique. Et je pose ma deuxième question. Les Corses pré-latins, qui vivaient en Corse déjà depuis des milliers d'années, qui sont nécessairement nos ascendants, nécessairement, par la logique mathématique, qui a dit que s'ils étaient là avant nous, et depuis des millénaires, eh bien nous portons nécessairement, par la réalité de la reproduction humaine, une part de leur patrimoine génétique avec nous. Donc les Corses qui précédaient la romanisation, c'est-à-dire qui étaient là avant le 1er siècle, avant Jésus-Christ. Ils parlaient une langue qu'on ne connaît pas vraiment, qu'on appelle le substrat corse, qui n'était pas une langue latine. Bon, et pourtant ils étaient bien nos ancêtres. Ils ne parlaient pas la même langue que nous parlons aujourd'hui. Et d'ailleurs, je vais te dire, aujourd'hui, je ne vais même pas parler du corse, qui est une des langues les plus latines aujourd'hui qui est survécue. Parlons même du français. Nos arrière-arrière-grands-parents ne parlaient pas français. Ils sont bien nos arrière-arrière-grands-parents, que je sache. Donc, qu'est-ce qui nous lie à toutes ces générations passées? Sinon, encore une fois, cette chose incroyable qui fait grincer tant de dents dans le camp qui nous fait face, le droit du sang. Mais regarde l'ironie quand tu parlais de c'est-à-dire l'héritage de la famille. Quand tu parlais de tes arrière-grands-parents, on en avait donc des grands-parents, des arrière-grands-parents qui se disaient patriotes français, qui ne parlaient pas mot français. Aujourd'hui, on se dit anti-français, mais on parle que français. C'est ça aussi, c'est intéressant. C'est Orsucci qui avait dit, Orsucci, Koboni chez moi, ou Mère dit Bonivaz, qui ne nous aime pas beaucoup.
Il ne nous aime pas beaucoup, mais nous l'aimons bien. Et Orsucci qui disait que plus la Corse était corse d'un point de vue de sa culture, et plus elle était française du point de vue du sentiment. Et aujourd'hui, plus la Corse est française du point de vue de la culture, et plus elle est corse d'un point de vue du sentiment. Et ça aussi, c'est intéressant, c'est quelque chose à convoquer et à interroger, et c'est ce qu'on fait en permanence. Mais je pense que globalement, aujourd'hui, nous arrivons à une époque où toutes ces définitions vont vite être réglées par la réalité du nombre. Voilà. C'est-à-dire que, encore une fois, le fétichisme linguistique qui réduit l'identité à la langue et qui est finalement une espèce de palliatif. C'est-à-dire que ceux qui nous racontent ça voient très bien que nous sommes en train de disparaître. Nous sommes en train de disparaître à cause d'une tenaille terrible. La première qui est démographique, qui vient du nord comme du sud et qui pose des problématiques différentes selon qu'elles viennent du nord ou du sud, et un autre étau, eh bien c'est l'effondrement des naissances. C'est un peuple qui veut vivre et qui veut assurer son continuum historique. Il doit veiller à ne pas être remplacé chez lui. Mais évidemment, pour ne pas être remplacé chez lui, il ne s'agit pas de mesurer et de contrôler exclusivement les entrées. Il s'agit aussi d'assurer la permanence de sa présence sur sa terre, tout simplement en fondant des familles. Alors on pourra me raconter ce qu'on veut, mais dès lors que les Corses, c'est des chiffres qu'on a aujourd'hui, font moins d'un enfant par femme, eh bien nous disparaîtrons. Et nous disparaîtrons parce que nous l'aurons bien voulu, parce que nous aurons préféré autre chose que d'assurer notre continuum. Et pour faire semblant que tout ceci n'existe pas, on voudrait saupoudrer tout ça de langue corse, en se faisant croire que nous allons produire des Corses par l'enseignement linguistique. Alors que la réalité, c'est que ce n'est pas la Corse qui produit des Corses, ce sont les Corses qui produisent des Corses. C'est la démographie qui fait l'histoire. Et on a un discours aujourd'hui, comme tu dis, qui tend à nous cacher ça, à nous alimentant de beaux mythes, de beaux fantasmes, comme disait l'abbé Mondolone, un pseudo-mythe. Un pseudo-mythe. Un pseudo-mythe. Très intéressant d'ailleurs. D'ailleurs, je tiens à dire qu'aujourd'hui, on est plus dans le pseudo-mythe. On est dans le mythe totalement. On est dans la même une forme. On a franchi un pas. Politiquement aujourd'hui, dans les ersatz, ce qui reste du nationalisme issu des années 70, qui nous a encore une fois structuré fut un temps et qu'aujourd'hui nous rejetons, mais c'est précisément parce que nous y avons cru à un moment donné que nous pouvons être considérés comme une scission. Et comme les héritiers contrariés, si j'ose dire. Comme tout héritage, il s'agit d'en faire l'inventaire. C'est d'ailleurs les communistes, à la suite de la chute du mur de Berlin, qui parlaient de droit d'inventaire. Bon, eh bien nous ne sommes pas communistes et le mur de Berlin, l'équivalent ne s'est pas effondré encore, ça viendra. Mais nous revendiquons en tant que nationalistes corse notre droit d'inventaire, de dire ce qui dans le nationalisme nous convient et ne nous convient pas. Et dans ce qui ne nous convient pas, en effet, c'est un peu ce que disait l'abbé Mondolone, en évoquant le fait que le nationalisme avait été tout et son contraire, dans une vidéo que nous avons publiée il y a peu, pour lui rendre hommage. L'abbé Mondolone... Tout le contraire de tout. Tout et le contraire de tout. Nationalistes formés dans les universités à gauche. De jeunes gens formés dans les universités qui rentrent chez eux, qui ne s'aperçoivent pas que c'est une idée de droite. Eh oui, le nationalisme est une idéologie. Parce que par essence, c'est une idéologie conservatrice. Oui, parce que si on en vient à la définition de Maurras dans Mes idées politiques, le patriotisme, c'est la défense de la terre des pères contre un ennemi extérieur qui vient envahir. Et le nationalisme, c'est la défense des pères eux-mêmes, de leur sang, de leur héritage, de leur culture, de ce qu'ils nous ont laissé, et puis Maurras contre un ennemi intérieur. Maurras qui est quand même le disciple de Frédéric Mistral. Et Mistral qui était le père du régionalisme, voilà, et qui père du régionalisme, grand défenseur de la langue provençale, fondateur du Félibrige, du Félibre. Félibrige, je ne me souviens plus si ce sont les partisans du Félibre qui sont des Félibriges ou le contraire, peu importe. Grand meneur, grand leader de la revendication linguistique provençale, et qui a été l'inspirateur d'Amouvre et des premiers nationalistes corses, qui n'étaient pas très à gauche non plus. C'est la moindre des choses, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais ceci, ça vaudra bien tout un contenu. Je pense que si, malheureusement, les choix de certains mouristes à la fin des années 30, je pense, ont malheureusement fait s'effondrer cette idéologie-là. Oui. Je pense que si les mouristes ne se seraient pas, certains mouristes, j'entends pas tous, si certains mouristes ne se seraient pas ralliés à des idéologies mortifères, je pense que encore au jour de nos jours, nos idées ne seraient pas perçues comme des idées finalement
très misanthrope, ce serait des idées totalement normales mais dans la société. Mais l'histoire, la marge de l'histoire, c'est la marge de l'histoire. Toi qui es étudiant en histoire, c'est ça, on va faire l'histoire. On t'apprend à étudier factuellement l'histoire telle qu'elle a été et éviter le plus possible les si et le conditionnel. Parce que l'histoire, très souvent, se passe selon des mécanismes qui dépassent ses propres acteurs. C'est-à-dire que ces derniers sont entraînés. Voilà. Et c'est vrai que les mouvristes, la naissance du nationalisme corse politique dans les années 20 et dans les années 30 qui s'est fait à travers une pensée très à droite, anti-républicaine, anti-jacobine. Et encore, c'était la marche du monde. Bon. Mais en Bretagne, c'était la même chose. C'était comme ça. J'y viens. Tous les nationalismes, tous les ethno-nationalismes régionaux, les Bretons, les Basques, même les Basques, les frères fondateurs du nationalisme basque, les frères Arana, étaient des gens qui considéraient, qui avaient des conceptions de la communauté infiniment plus à droite que celles que nous défendons, c'est évident. C'était la même chose pour les Alsaciens, la même chose pour les Bretons, sous Mordrel, et ça a été évidemment la même chose pour les Corses. Mais ce n'est pas un hasard si tous ces nationalismes-là sont nés à droite et très à droite. C'était aussi l'époque, c'était aussi la force du temps. C'est le fameux mot d'Hugo, rien n'est plus puissant qu'une idée dont l'heure est venue. Voilà. Donc, ça s'est passé ainsi. Mais c'est intéressant de le savoir et de comprendre pourquoi aujourd'hui nous nous dépêtrons avec un nationalisme corse qui s'est enferré dans une logique totalement contradictoire parce qu'elle est issue d'une matrice de gauche, matrice anticoloniale, anti-impérialiste, qui ne fait pas partie de l'histoire des Européens. Nous sommes des Européens, nous sommes des Blancs de culture catholique. L'anti-impérialisme et l'anticolonialisme correspondent à une autre réalité qui est celle des colonisés, c'est-à-dire des extra-européens. Voilà. Et on a voulu calquer ce narratif sur nous-mêmes précisément parce que la revendication nationaliste ne pouvait plus passer par le prisme identitaire traditionnel, étant donné les défaillances et les errements et les compromissions qui avaient été celles des acteurs des années 20 et des années 30. Voilà. Mais c'est pour cela aujourd'hui que nous réformons tout cela, que nous devons en sortir, parce que tout ceci appartient à des cycles historiques. Et pour revenir au début de notre discussion, notre cycle historique aujourd'hui, ce n'est plus le fait de considérer Che Guevara comme une icône, de penser que les Corses et les Vietnamiens, c'est globalement la même chose, et d'essayer de développer en Corse des modèles qui sont totalement importés, parce que quand on a Piero Poggioli qui nous explique globalement que le palatinisme est une importation de l'extrême droite française, comme si elle avait une grande particularité dans le monde. Bref, et on peut revenir sur la définition d'extrême droite, parce que contrairement à Piero Poggioli, moi je n'ai jamais fait partie d'un parti politique français d'extrême droite. Lui, lorsqu'il avait mon âge, il y était. Bon, mais ça, et je le comprends, parce que c'est une autre époque, c'était un autre contexte. Encore l'air du temps. Encore l'air du temps. Encore l'air du temps. Absolument. Et si Piero Poggioli avait aujourd'hui 30 ans, il sera paladin, donc que ça lui plaise ou non. Mais quoi qu'il en soit, et ça lui plaira de l'entendre, mais quoi qu'il en soit, ils maniaient eux-mêmes dans les années 70 et 80 un schéma totalement importé. La lutte de libération nationale, le triptyque révolutionnaire, lutte armée, lutte électorale et lutte de masse est un modèle, un schéma de combat politique qui n'est pas né, que je sache, sur les pentes abruptes du Monte Ginto. Pas plus qu'il n'est né à l'ombre des arbres qui parsèment la Castagniccia. Il est né en Algérie, il est né en Indochine, et je veux me dire, il est né à Moscou en pleine guerre froide, lorsque les Russes, les communistes, les soviétiques ont décidé d'agiter tout le monde des colonies occidentales pour les dresser précisément contre l'Occident, chose qui a réussi. Voilà. Et de mêler revendications identitaires et nationalistes avec une vision globale de l'histoire et des rapports de force socialistes. Bon, les fameux non-alignés, oui, tu as évoqué Cuba, qui en ont été les leaders, mais on peut parler de toutes ces colonies occidentales qui se sont libérées, qui se sont émancipées, en tout cas qui ont atteint un statut d'indépendance politique, de souveraineté, et qui globalement étaient des satellites de l'Union soviétique. Bon. Et tout ça est intéressant, c'est passionnant, et je conclurai mon propos sur ce point à travers ce que je veux dire, c'est que le cycle historique que nous vivons ne correspond plus du tout à cela. Tout cela est fini, tout cela est passé de mode, tout ça est ringardisé, est folklorisé. Et on le ressent aussi dans le peu d'adhésion qu'il y a autour de ces concepts et de ces idéologies aujourd'hui au sein de la jeunesse. Cela s'est réduit comme peau de chagrin, parce que, globalement, ce que des jeunes de 30 ans comme moi ou des jeunes de 20 ans comme toi souhaitent entendre dans le débat politique, ce sont des prises de position très claires, qu'on soit d'accord ou pas, sur les grandes thématiques de notre temps.
Et les grandes thématiques de notre temps, elles ne tournent pas autour de Che Guevara, elles tournent autour de Donald Trump. Soyons clairs. Tout à fait. Et puis pour rebondir sur ce que tu disais sur les colonies, comme vous disiez dans la première vidéo, donc on ne va pas reprendre ce que vous disiez dans la première vidéo, mais il y a très peu de colonies dans le monde qui ont donné à la France un empereur. Qui a lui-même régné sur le monde. Ben on va pas, oui, et ça aussi, c'est très intéressant. Et oui, mais oui. Alors ça, c'était pour la parenthèse pour les colonies. Bien sûr. Ensuite, la problématique Trump, elle est vraiment intéressante. Parce que là encore, on voit, à travers justement le prisme américain, que, on va dire, le conservatisme, on va dire, a toujours sa place en Corse. Par exemple, je dis beaucoup discuté encore sur le campus de ces problématiques, les gens n'aiment pas Kamala Harris. Ah ben non. Mais les gens n'osent pas dire, ils disent j'aime Trump, je vote pour Trump, ils ne se prononcent pas, ils ont raison, parce que dans tous les cas, c'est les États-Unis, ça ne nous concerne pas. On peut s'intéresser, oui, mais. Attends, ça ne nous concerne pas. Oui, la marche du monde, ça nous concerne, mais on va dire que pour un Corse de 18 ans, bon, il voit ça de loin, bon, ça n'a plus intéressé, mais c'est pas, disons que c'est pas comme si ça touchait directement son idée. C'est pas son pays. Voilà. Mais globalement, il n'y a pas d'idéologie anti-Trump chez nous. Ben non. À part vraiment dans les sphères vraiment à gauche. Mais c'est même le contraire. C'est même le contraire. Sur quelle base? Sur la base qu'on connaît, le tropisme viril du Corse moyen, qui est un latin de périphérie rurale. Le Corse qui, dans sa sociologie majoritaire, est un redneck. C'est un redneck. C'est-à-dire, c'est un petit blanc déclassé et précaire, qui aime bien qu'un personnage tonitruant se saisisse du débat politique et, ma foi, rentre frontalement contre tout ce que les États-Unis ou n'importe quel pays occidental comptent d'intelligentsia urbaine, hautaine et arrogante. Je crois que c'est très clair. Et ça correspond d'ailleurs à tous les résultats électoraux qu'on peut constater en Corse, que ce soit pour les européennes, pour les présidentielles. Et tu prends un autre exemple, parce que là on a évoqué Trump, un exemple beaucoup plus proche de nous, parce que beaucoup plus latin, Meloni. Meloni, il y a énormément de personnes qui vont par exemple se revendiquer, donc qui vont être, comme on a évoqué, libéralement vers le bas, wokistes, qui vont avoir des idées un petit peu. Mais Meloni. Ou plus tiers-mondistes plutôt. Tiers-mondistes, voilà, tiers-mondistes, pas wokistes, wok, ils n'aiment pas Meloni, c'est sûr. Voilà. Et puis encore une fois, il y en a très peu en Corse, même s'ils sont dangereusement influents pour le peu qu'ils sont. Voilà, mais la plupart des tiers-mondistes avec qui j'ai discuté, ben Meloni. Il est plutôt bien. Hein. Mais bien sûr. Déjà parce que c'est une femme très jolie. Parce que globalement aussi, oui, c'est vrai. Et puis parce qu'elle envoie. Ouais, parce que c'est une nationaliste. Voilà. Qui dégage quelque chose. C'est une nationaliste. Et qui produit un véritable discours pour son pays aussi. Oui, oui. Et je pense que, paradoxalement, tout ça, les gens sont aussi en recherche d'une figure, on va dire, alors charismatique, mais avant tout quelqu'un qui peut les porter loin. Oui. C'est le cas de Trump aux États-Unis, et Meloni en Italie. Je crois que c'est propre à tous les groupes humains. En Corse, il n'y a pas ça. En France, il n'y a pas ça non plus. Oui, encore que toute émergence est possible, mais notamment en France, c'est toujours une question, je pense, de contexte politique. Les choses, Meloni avant Meloni, il n'était pas Meloni. Et pourtant, à peine quelques années avant son explosion électorale et le succès qu'on lui connaît, elle faisait 3 ou 4% des voix. Donc les narratifs et les dynamiques se construisent dans le temps. Donc, je ne m'inquiète pas beaucoup ni pour l'Europe, ni pour la France, ni pour la Corse. Cela viendra lorsque le fameux kairos des Grecs, c'est-à-dire le moment venu, le demandera. C'est-à-dire la bonne occasion au bon moment. La bonne occasion au bon moment et la bonne personne qui permet de capitaliser à ce moment-là. Mais au-delà de ça, et pour finir, peut-être notre échange, quel est ton point de vue? Parce qu'on a évoqué globalement un fil cohérent, c'est-à-dire le ressenti de la jeunesse corse, à laquelle tu appartiens, qu'elle soit militante ou non, le nationalisme à travers ces penchants gauchisants qui le structurent chez nous, et la réforme que nous insérons et qui prend de plus en plus d'ampleur et de profondeur aussi en termes de contenu, d'écrit, de production vidéo, d'articles, etc. Mais quelles sont les perspectives que tu traces au sein précisément de la jeunesse? Parce que il y a eu, venant de la base, beaucoup de demandes de structuration, notamment d'un syndicat étudiant ou d'une association de jeunes, etc. Nous avons des effectifs, on a du nombre, mais c'est intéressant de vous écouter à ce sujet. Les perspectives que vous tracez, les objectifs, surtout les attentes d'une partie de la jeunesse à laquelle tu appartiens. Les attentes de la jeunesse, parce que la jeunesse est très diffuse. En tout cas, la jeunesse qui te correspond, parce qu'en effet... Donc la jeunesse, on va dire plutôt conservatrice. La jeunesse est diverse, oui. La jeunesse qui se reconnaît dans un nationalisme identitaire ou dans une droite très régionaliste. Dans ma jeunesse, la jeunesse conservatrice, régionaliste, chrétienne,
avant tout idéal politique, il y a déjà, je pense, besoin de donner du sens à sa vie. Et ça, c'est la religion précisément qui le donne. On l'a vu d'ailleurs récemment en Corse, on l'a vu encore il n'y a pas longtemps avec les jeunes. On l'a vu par exemple, moi je l'ai vu ça par exemple en mai, le 19 mai, quand je me suis fait confirmer, le nombre de jeunes qui se faisaient confirmer, qui retournaient vers la foi. Et ça a l'air de rien, mais ça précède la politique. Cette aspiration, c'est-à-dire aux valeurs qu'on a occultées pendant 30-40 ans, en disant que finalement l'homme pouvait se sauver tout seul et que la religion, bon, c'était pas très important, que c'était un truc de facho, ça revient en force aujourd'hui. Déjà, premièrement, parce que les jeunes veulent donner du sens à leur vie. Deuxièmement, parce qu'on s'est rendu compte que les valeurs finalement de l'évangile, de la Bible, ben, ça nous portait plus que la révolution finalement, qu'on nous proposait, qu'on nous vendait. Et, in fine, ça permet finalement de se reconnecter avec les gens. Et on n'a pas ça, on n'avait pas ça jusqu'à présent. Donc ma jeunesse, si je puis dire, donc la jeunesse conservatrice qu'on a évoquée tout au long de ce podcast, elle aspire avant tout à des valeurs nouvelles. Avant toute action politique, elle aspire déjà à se reconnecter avec des valeurs nouvelles. Et je pense que la politique suivra, j'espère que ça suivra, mais on va dire qu'on est en bonne voie. Des valeurs que tu qualifies de nouvelles, mais qui sont peut-être finalement anciennes. Et qui sont très anciennes, mais qui sont nouvelles par rapport au narratif qu'on nous a servi. Voilà. C'est intéressant parce que l'étymologie du terme de révolution, que d'aucuns apprécient tant, c'est un tour sur soi-même. C'est révolverer. Faire un tour sur soi-même. C'est revenir. Voilà. C'est ça. On peut conclure sur ça. Je crois bien.